Bonjour, bonjour. Donc nous sommes ravis de reprendre doucement, mais sûrement nos animations, activités culturelles et en conférence. C'est la première qu'on refait à l'Alcazar depuis 1 an et demi, donc en présentiel et puis en captation aussi. Donc nous sommes ravis de continuer notre partenariat avec les éditions Hors d'Atteinte. Et donc avec Marie Hermann. Et aujourd'hui, donc, nous présentons un ouvrage de ces éditions, Le Dérangeur, que Marie Hermann va vous présenter de suite. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci à vous tous trois d'être là cet après-midi, dans ces conditions un peu particulières de reprise de la vie après une longue hibernation. Donc on est là pour parler de votre livre qui est sorti il y a exactement 1 an, dans un contexte qui était un peu le même finalement, même s'il était différent aussi par plein d'aspects, mais là aussi on sortait un peu d'un moment de sidération étrange. C'est donc un livre qui s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, qui se présente sous la forme d'un petit... C'est comme un dictionnaire, donc vous avez proposé des nouvelles définitions à des mots en lien avec les identités noires, le racisme, l'histoire de la colonisation, pour le dire vite. Moi j'aimerais commencer par le commencement et vous demander comment ce projet est né, puisque je sais qu'au départ il y a eu donc une émission de radio que vous faisiez ensemble en tant que Piment, qui a d'abord été diffusée par la radio Rinse, puis par Radio Nova. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette émission est née, comment vous l'avez vécue, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, je crois, que ça a duré? Oui, bonjour. Donc, je suis Célia, co-autrice du Dérangeur. Comment est né Piment? Alors, Piment, c'est une aventure qui naît effectivement avant le Dérangeur. Elle naît, c'est avant tout une expérience radiophonique. C'est une émission de radio en direct qu'on crée sur Rinse. L'idée, c'est de se réunir. On pense Piment et l'émission comme une sorte de rencontre entre cousins autour de la table. Et puis, voilà, on ne mangeait pas, mais l'idée aussi, avec Piment, il y a quand même ce truc de la cuisine. Et puis, on se retrouve autour de la table et on discute, on débat, on parle de sujets d'actualité, on parle de culture aussi, qui touchent nos horizons, qui sont les mondes noirs, que ce soit de la Caraïbe en passant par les communautés noires de Paris et évidemment une partie de l'Afrique ou même l'Afrique entière, quand on y arrive. Et puis voilà, c'est cette idée de se réunir. Il y a vraiment ce truc de se réunir, de discuter. Il y avait même une démarche un peu cathartique de s'asseoir là tous les 15 jours et de discuter, d'échanger. Et il y a quand même quelque chose qui est très important dans Piment, c'est le ton. Donc on a choisi d'appeler l'émission Piment parce que le piment, c'est un condiment qu'on retrouve dans l'ensemble de nos cultures. Moi je suis martiniquaise, Bintou et sénégalaise, guinéenne, malienne, rhodaise et camerounaise. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans l'ensemble de nos cultures culinaires, des régions dans lesquelles on évolue ou d'où on vient. Donc c'était normal qu'on en parle. Je pense que tout autour de la table on aime ça. Je crois que Rhoda ne mange plus de piment. Mais elle en a mangé en tout cas, et ça fait partie de... J'aime toujours le piment, mais je ne peux plus pour des raisons de santé. Voilà, donc vous voyez tout de suite, vous voyez, je mets le piment dans la sauce, c'est l'ADN de l'émission, c'est de taquiner, de piquer, de décortiquer l'actualité aussi, de notre prisme, et avec vraiment un ton irrévérencieux, et je pense que c'est très important parce que c'est vraiment ce qui caractérise Piment, l'émission de radio, et c'est ce qui va caractériser aussi Le Dérangeur et qui va en faire son titre finalement. Donc c'est l'émission Piment qui fait Le Dérangeur. C'est le collectif Piment qui écrit Le Dérangeur. Donc voilà comment naît cette expérience. Donc aujourd'hui, combien d'émissions à l'actif? 3 ans d'émissions, plus d'une 50aine d'émissions je pense à notre actif. On a eu aussi l'occasion de faire une sorte de, comment dirais-je, au théâtre, je sais pas, comme une scène. Voilà, on a fait une scène. Voilà, donc voilà, Piment naît de ça et puis on se retrouve avec Le Dérangeur, et voilà 4 ans plus tard. Alors justement, comment est-ce qu'on est passé au livre? Pourquoi est-ce que vous avez eu un moment envie ou besoin de faire un livre? Pourquoi c'était important que ça prenne cette forme-là, que ça soit cet objet? Alors on a décidé de faire un livre, je pense parce que très rapidement
faire des émissions radio, c'est intéressant et c'est une trace, mais on était assez d'accord pour se dire que le livre c'était une trace beaucoup plus durable, dans un sens. Et aussi, il y avait aussi cette question, je pense, qui est une question assez actuelle sur les perspectives du digital, par exemple. Parce qu'effectivement, nos émissions, on a commencé sur une web radio. Et aujourd'hui, quand on est sur le digital, on ne sait pas, en fait. On dépend, en fait, d'autres personnes. Et demain, si, par exemple, les serveurs ne fonctionnent plus, bah, du coup, on peut perdre des émissions, etc. Donc, pour nous, c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait synthétiser des émissions de 3 ans en un document. Et aussi aller plus loin, parce qu'au final, on reprend des thématiques qu'on a abordées dans les émissions, mais on va aussi un peu plus loin aussi dans le livre. Donc c'était une problématique déjà sur la question des archives et la question de laisser une trace beaucoup plus durable. Et je pense que faire un livre aussi, il y a une question aussi d'accessibilité qui se pose. Parce qu'on sait qu'avec un petit livre, un livre on peut le transmettre, on ne peut pas transmettre des émissions radio par exemple. Donc c'était intéressant pour nous en tout cas d'investir en tout cas la forme du livre pour avoir cette impression, en tout cas être beaucoup plus durable en fait, je pense. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, c'est passé aussi de quelque chose de très virtuel à quelque chose de concret, et c'est un objet en fait, c'est matériel, c'est un objet. Et piment devient un objet. Piment a toujours été quelque chose qui n'était pas palpable, et là, c'est piment, en tout cas le dérangeur, nos idées, notre travail est un objet, et on a dit qu'on peut transmettre. Je me souviens aussi que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu parlais de livres qui étaient parus, qui te donnaient le sentiment que les choses étaient posées, que les choses étaient dites, que ça y est, au moins on savait sur quoi s'appuyer, de quoi parler. Est-ce que ça aussi, ça a eu une importance pour vous? Est-ce que c'est ce que vous avez l'impression d'avoir fait? Je sais pas répondre à cette question, mais je pense que c'était un désir, et puis finalement, en écrivant le livre, le processus d'écriture, vous êtes d'accord, mais d'un désir, c'est presque devenu quelque chose que j'ai compris qui était genre important, quoi. Parce que en fait, comme on l'a expliqué, on est une génération du digital, des choses qui sont dématérialisées, et en fait nous on a toujours eu à parler de la question de la transmission, et le fait de toujours essayer d'aller chercher les sources, de faire attention de ne pas effacer l'histoire, à pas effacer ce qui a été fait avant. Et en fait au final la question du livre et le matériel du livre était évidemment, enfin c'était indispensable en fait. Donc oui, il y avait une forme de soulagement aussi. Après, comme aussi Roda l'a dit, il y a énormément de sujets qu'on avait déjà commencé à aborder dans les émissions, qu'on n'a pas abordé aussi dans le livre. Donc il y a pas mal d'entrées qu'on aurait pu mettre dans le livre, qu'on n'a pas mises pour plein de raisons. Il y a des choses qu'on a prolongées, il y a des choses qui nous ont donné envie d'explorer, en sachant qu'on allait être en train d'écrire ce livre. Donc non, nous, on est 1 an après, on est plutôt contente en fait d'avoir fait ce livre. On a l'impression en plus que oui, ça se transmet, et que ça permet peut-être aussi à une forme de, comment dire, je sais pas les mots là, mais pas de populariser, mais en tout cas de démocratiser aussi certains points de vue qui sont beaucoup plus difficilement abordables, parce que c'est des choses qui sont très universitaires, parce qu'il y a aussi cette question de rendre les choses un peu plus easy, plus faciles. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du titre et dans son siège du sous-titre? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre? Bon, le sous-titre, ça a été une discussion aussi entre nous, mais pourquoi ces mots? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Peut-être même qu'est-ce que vous en pensez avec le recul 1 an après? Parce que les choses bougent tellement vite, j'ai l'impression. Je pense que je vais peut-être... Déjà, c'était une discussion entre nous, donc moi j'ai l'impression en tout cas que ça reste toujours dans la ligne, on va dire, de piment. Le dérangeur, c'est aussi quelque chose qui du coup sort de la norme, ou en tout cas propose quelque chose d'autre, ou titille. Donc on est toujours dans la même idée, quoi. Et puis c'est toi qui disais tout à l'heure que par rapport à l'émission piment, et en fait il y avait aussi piment, c'était la gifle d'épices pour gâter la sauce. Donc
En fait, c'est aussi toujours dans cette démarche-là, le dérangeur. Je sais qu'on a eu une réunion, ou plusieurs réunions, pour trouver le mot dérangeur, comme on a eu une réunion aussi pour trouver le mot piment. Et ça s'est imposé parce qu'il y a, peut-être que je sais pas, après peut-être Roda ou Célia, mais le dérangeur ou le dérangement, c'est un peu une expression africaine. En tout cas, on s'en est rendu compte du coup en discutant entre nous, et qui n'est pas du coup une expression, en tout cas qu'on dit en Martinique. Mais voilà, je sais pas quoi d'autre rajouter sur le dérangeur. Après, peut-être petit lexique en voie de colonisation, qui a été aussi une autre discussion entre nous. Ça date, hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai un peu... Ça date, ouais, mais non, l'idée c'était déjà petit lexique, je pense que c'était bien aussi de préciser qu'est-ce que le lecteur allait retrouver dans le dérangeur. Donc cette idée de savoir tout de suite qu'il va avoir ce qu'on appelle des entrées, mais en gros à la lettre A, à la lettre B, qu'on va décortiquer un peu, et que ça va se ressembler à un dictionnaire, quoi, entre guillemets. Alors en voie de décolonisation, je pense que c'était... Autant décolonisation, je trouve que c'est le envoi qui est très important en fait dans ce sous-titre, parce qu'il y a vraiment cette notion de ce n'est pas le lexique décolonisé, ce n'est pas le lexique, c'est vraiment en voie de, qui évoque aussi les pays en voie de développement qui sont pour nous tous des pays dont on est issus. Donc voilà, terminologie problématique et qu'on pourrait questionner, mais justement en l'utilisant nous-mêmes dans notre sous-titre, on se l'approprie et on dit que c'est un petit lexique en voie de décolonisation. C'est pour préciser que c'est un process, que la décolonisation, ce n'est pas un état figé. On peut être décolonisé on peut se considérer comme ayant une démarche décolonisatrice sur un sujet et puis ne pas l'être sur un autre. Et je pensais que c'est peut-être une forme d'humilité parce que ça vient aussi rééquilibrer la notion de dérangeur, mais on est en voie de... Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir les deux aspects où on vous dérange, mais on sait que nous-mêmes, on se dérange nous-mêmes parce qu'en fait, on est en voie de décolonisation. Donc je trouvais que c'est le envoi qui est très intéressant parce que le mot décolonisation, décolonial, machin, tout ça, c'est un mot qui, depuis 2 ans, même un peu plus, qu'on retrouve souvent. Que nous, qu'on n'a pas énormément utilisé. D'ailleurs, je trouve, dans notre description de piment, je trouve que c'est la première fois qu'on utilise décolonisation, décoloniser. Et voilà, donc c'est intéressant. Vraiment, moi, je pense que ce qui est très intéressant dans ce sous-titre, c'est en voie de. Ouais. Et c'est là qu'on se situe, nous tous, dans notre démarche, je dirais, intellectuelle et culturelle et personnelle. Voilà, donc je pense que moi, je suis... autant le dérangeur, je me suis beaucoup habituée à ce titre, mais en voie de décolonisation, je pense aussi que pour beaucoup de gens qui se confrontent à l'objet dérangeur une première fois, ce sous-titre est extrêmement important parce qu'il dit énormément de choses de ce qu'il y a dans le livre, de qu'est-ce que le collectif piment. Enfin, on pourrait passer 1 heure à expliquer en quoi ce sous-titre décrit et met une vraie empreinte en fait d'une époque aussi. Parce qu'on dit le mot décoloniser, les décoloniaux, ben non, nous on est en voie en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Oui, puis moi j'aimais bien aussi le jeu qu'il y avait sur le mot, le dérangeur, dans un dictionnaire qui est fait pour ranger, justement, où il y a cette idée de classer les choses, de les mettre dans l'ordre alphabétique, et là, donc ça rangeait tout en dérangeant. Ce qui m'amène à la question de justement cette volonté que vous avez eue déjà dans l'émission, mais encore plus, je pense, dans le livre, justement, en affichant ces mots-là, de vous réapproprier la définition des mots. Vous avez écrit « Définir, c'est proposer une vision du monde ». C'est à notre tour d'imposer notre regard, et ce livre est là pour en témoigner. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de ça, de cette démarche-là, d'imposer votre regard à vous en redéfinissant des mots dont la définition, effectivement, ne vous convenait pas jusque-là? Je pense que cette partie-là c'est une partie de l'avant-propos, c'est aussi pour se situer dans un contexte. Le contexte dans lequel on vit, c'est un contexte français en tout cas. Moi, après, j'ai grandi au Cameroun, mais même au Cameroun, c'est un pays qui a été traversé par l'histoire de l'esclavage et de la colonisation aussi. Donc du coup, il y a cette...
constance, je crois, dans l'idée où l'histoire est souvent racontée, pas par nous, elle est racontée par d'autres personnes, par les personnes qui nous ont colonisés, etc. Je peux parler par exemple du cas très concret du Cameroun où les programmes d'histoire ont été faits par les colons et ont été changés 2 fois depuis la fin de la colonisation. Donc il y a toujours cette idée où quand on raconte nos histoires, en tout cas à un niveau mondial, c'est souvent pas par nos bouches en fait. Donc parler de définir comme imposer une vision du monde, c'est aussi parler de cette idée que l'histoire n'a pas encore assez été racontée par nous-mêmes. Elle a été racontée, sûr, il y a énormément de ressources, mais il faut qu'elle continue à être racontée par nous-mêmes. Et c'était une façon aussi de nous situer. Et pour revenir un peu rapidement sur le dérangeur, c'est vrai qu'on n'a pas du tout dit, mais c'est vrai que le dérangeur aussi, comme titre, c'était aussi annoncer un peu la couleur sur la forme du lexique, parce que ce n'est pas réellement un lexique, le dérangeur. Le dérangeur, on se sert de la forme du lexique pour faire autre chose et pour complètement décortiquer et proposer des expérimentations visuelles, graphiques, etc. sur des mots. Donc je pense que proposer une vision du monde aussi, c'est cette idée de se dire qu'on peut parler de ce type de sujet en ayant en fait un autre angle, des formes différentes et en proposant autre chose, en fait, en considérant ce qui est fait aujourd'hui dans un contexte français ou plutôt mondial. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. La question de définir et de prendre le pouvoir en fait sur nos propres... Enfin, moi, je sais en tout cas personnellement que quand on a décidé d'écrire, je me suis dit waouh, on va écrire. Est-ce que ce que j'ai à dire, va être compris? Est-ce que ce que j'ai à dire a assez de valeur pour être écrit en fait? Il y a vraiment ce truc, de passer de l'oral à l'écrit. Enfin, l'écriture, c'est quand même quelque chose que je trouve. Je ne veux pas utiliser le mot noble, mais j'ai pas le mot. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a du drama. Non, pas du drama, mais je trouve que là, c'est encore plus grave. Parce que là, c'est vraiment... je sais pas si je n'arrive pas à expliquer ça. C'est gravé un peu, quoi. Ouais, c'est gravé un peu. Et la question de... En tout cas, même moi, dans mon process personnel d'écriture, il y a vraiment ce qui est écrit dans l'avant-propos, c'est de prendre le pouvoir, en fait. Parce que du coup, on est vraiment responsable de ce qu'on écrit et on va chercher, on va se renseigner, on va creuser et on l'écrit, en fait. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose de beaucoup plus figé, de beaucoup plus durable que l'oral. Et parce que c'est durable, ça nous donne du pouvoir. Et sur nous-mêmes et pour les autres. Aussi. Et une responsabilité, bien sûr. Dans ce qu'on écrit. Dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on écrit et qui doit être justement sourcé, qui doit... Voilà. Donc ça, c'est de se prendre le pouvoir, ça oblige aussi à une responsabilité, comme ça donne du pouvoir, mais du coup ça oblige à des responsabilités. Alors encore avant cet avant-propos dont on vient de parler, il y a une dédicace en ouverture du livre qui est aux personnes noires, celles qui aiment l'être, celles qui le sont par défaut ou par choix politique, à celles qui ne le sont pas encore et le deviendront peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une personne noire ? Je pense que ça revient au final aussi peut-être au titre aussi du livre. Quand on parle de Envoi 2, je pense qu'il y a une blague qu'on aime bien faire ensemble sur l'idée même de l'existence d'une communauté noire en France, par exemple, où on pense qu'il y a des communautés noires, mais qu'il n'y a pas une communauté noire parce qu'il faudrait déjà qu'il y ait des personnes noires qui se considèrent comme noires. Donc, quand on pense comme ça, et c'est la vérité, il y a des personnes qui ne se définissent pas comme noires, qui le sont et qui ne se définissent pas comme noires, et qui pourront peut-être, dans 5 ans, avoir une évolution de leur pensée, se définiront comme noires politiquement peut-être, pour se rattacher à un groupe, pour se rattacher à une histoire, pour se rattacher à une résilience, etc. Donc je pense que, pas que je pense, c'était littéralement pour cette raison qu'on a parlé de devenir aussi, qui le deviendront peut-être. Et c'est vraiment, je pense que le peut-être aussi, ça reste très ouvert parce qu'on se dit que ça peut arriver comme ça ne pourra peut-être pas jamais. Arriver. Oui. Mais on leur parle quand même. On leur parle quand même, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve, je la trouve très belle en fait cette dédicace et belle dans le sens. C'est un peu ce que je disais sur prendre le pouvoir en décidant de définir des mots, ça nous oblige aussi à une responsabilité. Et donc, dans le processus d'écriture, on est fiers parce qu'on raconte des choses de nos vies, enfin, quand je parle de nos vies politisées noires, culturelles noires,
ça nous rattache du coup aussi à un héritage, et ça nous rattache aussi aux contemporains, et donc à ceux qui sont noirs, consciemment noirs politiquement, à ceux qui ne le sont pas. Et je trouve que dans cette dédicace, il y a vraiment ce côté aussi humble en fait dont Célia parlait, et ce côté, même si c'est difficile, parce qu'il y a absolument très peu de choses qui font qu'on peut être conscientisé, qu'on peut avoir accès en fait à cette histoire, à cet héritage culturel. On invite en fait les personnes noires qui, même si elles ne se pensent pas noires, à s'inscrire avec nous dans cette histoire, à s'interroger. Donc il y a vraiment ce côté humilité, mais aussi déclaration d'amour, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a de l'amour, en fait. Parce qu'on a beaucoup parlé, effectivement, de la structure du ton de Piment qui est irrévérencieux, mais on verra que autant dans la forme que dans le fond et dans le ton, le dérangeur est divers, en fait. Et là, après avoir dérogé le dérangeur, le petit lexique en décolonisation, on dit, en fait, on vous invite à venir avec nous, venez dans ce voyage et venez avec nous parce que nous, on vous aime bien, en fait. Et pour moi, c'est clairement c'est plein d'amour, en fait. C'est vraiment un message d'amour, clairement. D'amour de nos communautés, de nos futurs enfants, des personnes dont on est héritière, et de nos lecteurs, et de ceux qui ne vont pas aimer aussi. Oui. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est de l'amour, clairement. C'est un message d'amour. Ouais. Alors, je passe à une question dont on a parlé juste avant d'entrer dans la salle, en se demandant... vous disiez que finalement, vous étiez d'accord pour qu'on la pose, même si... Alors, je vais essayer de la formuler de la manière la moins maladroite possible. Je trouve qu'elle arrive dans un contexte où, en tout cas, pas mal de gens prennent conscience ou se rendent compte qu'il y a un souci ou refusent de prendre conscience du fait... ça c'est assez massif, j'ai l'impression, du fait que le racisme, c'est pas que des anecdotes, c'est pas que quelques bavures policières, c'est pas que quelques personnes qui se retrouvent refoulées à l'entrée de boîtes de nuit, comme a pu le dénoncer une entité comme SOS Racisme, et que l'antiracisme, c'est pas être là et dire touche pas à mon pote. Et donc je parlais de ce passage de SOS Racisme à Rokhaya Diallo pour faire un raccourci très rapide. En fait, j'y pense parce que y a ce débat qui circule en ce moment entre Stéphanie Rosa et Rokhaya Diallo qui a été enregistré sur Mediapart et qui pose de manière très très claire, je trouve, justement ces enjeux-là et cette manière dont une grosse partie de la gauche française a totalement raté le coche et ces enjeux-là. Vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette actualité-là, par rapport à ce point de bascule qui a du mal à se faire, qui effectivement, comme vous le soulignez tout à fait, n'est pas récent en réalité, mais a justement été largement invisibilisé aussi? Le débat, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, le débat de Mediapart entre Rokhaya Diallo et l'autre femme que tu as citée. C'est sûr que pour répondre, pour un peu donner un peu de contexte, c'est sûr que, en tout cas, nous savons depuis longtemps, et je pense que les communautés noires de France le savent, et même les personnes qui se disent, en tout cas de la diaspora même, le savent, que le racisme, en tout cas le vivent, que le racisme tel qu'il est décrit, c'est pas un problème interpersonnel, et puis c'est pas un problème entre des personnes, c'est quelque chose qui structure des rapports, et c'est quelque chose, le racisme a une histoire en fait. Et je pense que c'est très important de se dire, le racisme c'est pas ce qui est en train de se passer là parce qu'on a vu une vidéo YouTube, oh mon Dieu, les gens sont racistes. Non, le racisme c'est 400 ans d'histoire, c'est des vies, c'est des culture, des pays, des gens qui ont été vidés de leur substance. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, qui est extrêmement ancré et qui va venir structurer l'ensemble des rapports entre l'Occident et le reste du monde. Et donc ça va aussi structurer les rapports entre les Blancs et les Noirs de ce pays, pour être très clair. Ça va structurer les rapports entre la métropole et ses anciennes colonies. Moi je suis originaire de la Caraïbe, donc je peux en parler. Et ça va structurer le quotidien des personnes qui sont considérés, qui ne sont pas donc les dominants, donc les Noirs par exemple. Ça va structurer leur vie, l'accès à l'emploi, l'accès au travail. Et je pense que dans le dérangeur, systématiquement, on va parler de la structure du racisme tel qu'il impacte
le racisme structurel, comme il va impacter nos vies au quotidien, ou comment il va impacter nos futurs, comment il va impacter nos passés, comment il impacte notre façon de parler, notre façon de nous voir, la façon de nous aimer. Et non, il ne s'agit pas de problématiques interpersonnelles. Après, évidemment, moi, je n'ai pas envie de parler de la gauche, parce que je ne m'y connais pas et je trouve que ce n'est pas intéressant, parce que c'est la gauche française telle qu'elle elle s'empare du racisme, comme n'importe quelle personne pas très intéressée par les vraies raisons et l'histoire du racisme. Donc elle l'aborde de manière très, très interpersonnelle, mais je n'ai pas envie de parler de ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, peut-être juste ce que je vais dire, c'est qu'en tout cas, si on veut parler du contexte actuel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'études universitaires et même de structures et d'organes publics, je pense par exemple aux défenseurs des droits, qui ont montré, qui ont corroboré la persistance de la question du racisme en France. Après, tout ce qui est débat politique ou entre polémistes ou même entre universitaires, nous, ça ne nous intéresse pas dans le sens où, en fait, nous, à la base, on part d'une expérience, on a fait une émission de radio pour parler de nos expériences personnelles pour ensuite en faire un livre, etc. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de revenir en tout cas à des choses très concrètes et peut-être que les débats entre intellectuels ou entre journalistes, c'est une chose. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'en tout cas, quand on veut parler de racisme en France, il y a des données chiffrées de sociologues. Et donc, moi, je ne sais même pas pourquoi il y a des débats, parce que du coup, scientifiquement, en fait, on peut le voir, le comprendre. Donc, si après les gens veulent débattre, ça je peux comprendre. On est français, on aime bien débattre. Mais je dirais ça, moi. Et je pense aussi qu'au final, il y a... constamment, en tout cas dans le contexte français, une envie de faire diversion. Là, tout de suite, quand tu parlais du débat entre Rokhaya Diallo et Stéphanie de Rosa, ça m'a fait penser à une intervention de Maboula Soumaoro. Je pense qu'elle était sur le plateau de France. Je crois, je ne suis pas très sûre, mais en tout cas une intervention de Maboula Soumaoro où justement elle répond à une question où on parle encore de racisme, on parle d'appropriation culturelle, on parle de choses comme ça. Elle explique et dit c'est vrai que en fait quand on lit les médias et quand on voit un peu le contexte, les médias et la presse et ce sur quoi la presse préfère s'arrêter, la cancel culture ou des choses un peu comme ça complètement superficielles, on oublie presque que le racisme en fait il est structurel, alors que la raison pour laquelle les personnes sont aujourd'hui en train d'écrire, pourquoi nous on écrit et pourquoi nous dans notre avant-propos, la première chose qu'on fait, c'est de redéfinir le racisme en parlant de racisme institutionnel, bien précisément en faisant la distinction entre les deux. C'est parce qu'on ne veut pas avoir cette question, on ne veut pas en rediscuter dans le livre, en fait. Ce qui est important, c'est de remettre juste le contexte en comprenant qu'on ne parle pas de voilà, je suis sortie de chez moi, on m'a appelé sale noire, ce qui est le cas, ce qui peut être le cas, mais si c'était juste avoir une insulte de sale noire, bah, ce serait pas en fait du racisme qui toucherait ma vie en fait. Je préférerais ça, limite. que d'être empêché d'avoir un appartement. Limite, parce en termes de conséquences, c'est pas la même chose. Limite, parce qu'au final, en fait, la question, c'est de se dire que, au-delà du fait d'être insulté sale noire, c'est que ça se voit dans toutes les instances en fait de ma vie. Je n'arrive pas à trouver de travail, je n'arrive pas à trouver d'appartement, je n'arrive pas. Il y a énormément de choses qui impactent en fait mon quotidien. Donc à partir de là, donc à partir de là, je pense que c'est important à chaque fois de remettre le contexte en expliquant que tous les débats qui sont télévisés, qui sont dans la presse, les choses sur lesquelles les personnes souhaitent s'arrêter. Et je veux dire, parce que par exemple, la cancel culture, littéralement, on a passé 6 mois à parler de cancel culture, on ne comprend pas pourquoi on parle de cancel culture. Quand le défenseur des droits, donc tu parlais, donc qui était Monsieur Toubon, Jacques Toubon, qui est parti, il a laissé une étude, un rapport je n'ai pas vu de ministre en parler. Ça veut dire que dans ce rapport, je n'ai pas vu de débat. Même de débat dans la gauche, par exemple. Ça va bientôt faire 1 an que le rapport est sorti, personne n'en a parlé. Par contre, on passe 6 mois à parler de cancel culture, on ne comprend pas pourquoi. Donc je pense que c'est important de dire qu'il y a des diversions, et je pense que c'est des diversions qui sont conscientes,
c'est conscient. L'idée, c'est de ne pas légitimer ces thématiques pour qu'elles soient abordées de façon sérieuse, pour qu'on ne traite pas. Il y a des études, comme Bintou le disait, sur le racisme, il y a des choses qui sont sorties, il y a des rapports, mais il n'y a rien qui est fait au niveau gouvernemental pour lutter concrètement contre le racisme, que ce soit par des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite. Donc je pense que c'est vraiment important juste de poser ce contexte-là. Ouais, juste pour ajouter sur la question de la diversion, c'est que je pense que ça fait vraiment partie du processus en fait, pour ne pas répondre concrètement aux problématiques et toujours de regarder les choses de façon individuelle. Donc les débats entre les uns et les autres, ou une vidéo qui va sortir et qui va faire polémique pendant 2 jours. Et je pense que nous aussi, dans notre conception d'aborder l'action du racisme, on parle de systémique, etc. Mais on peut parler aussi de conception matérialiste aussi, dans le sens où on est dans une démarche où on veut comprendre les choses de façon collective et matérialiste dans le sens sociologique et historique du terme. Et je pense que quand on est dans cette démarche-là, c'est sûr que du coup les débats entre la gauche blanche ou je sais pas décoloniale, etc. Ça nous intéresse pas parce qu'au final, on sait qu'il y a des études qui ont été faites, on sait qu'il y a des choses qui ont été dites, et en fait, à la limite, on aimerait que ce soit ces choses-là qui soient prises aujourd'hui pour être débattues et pour ensuite être exécutées, parce qu'il y a des lois qui peuvent être faites. Donc voilà. Oui, c'est ça, il n'y a même plus question d'en débattre. Enfin, il faudrait juste passer à l'action. Nous, on ne sait pas. Bon, après, passer à l'action, même. Les constats. Passer à l'action, voilà. L'action. Alors dans cette lignée-là, justement, Roda t'en parlait tout à l'heure justement autour de cette question de ce que vous disiez dans cette dédicace, cette question de la communauté noire. Vous insistez sur ce point-là, sur le fait qu'il n'y a pas une communauté noire en France, et de manière générale, mais vous parlez plus précisément de la France, mais à la limite plutôt une communauté de destin, de personnes noires qui sont issues de différents pays, de différentes histoires, de différents parcours. Vous parlez par exemple de cette question-là dans l'entrée qui s'appelle Antillais versus Africain, où vous retracez un peu cette histoire-là qui est parfois parallèle, parfois en tension, parfois en solidarité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? C'est quoi cette question ? Parce que sur le fait qu'il y ait une communauté. L'histoire de communauté de destin plutôt qu'une communauté noire. Oui, en fait c'est une interrogation plutôt, mais c'est une interrogation qui part même de notre propre expérience à nous, puisque en tant que personne noire issue de différentes cultures, différents pays, et puis même on peut prendre la classe sociale, l'orientation sexuelle, enfin il y a plein de choses qui peuvent définir et détailler une identité. L'idée, c'était évidemment d'avoir une discussion entre nous, et dans cette entrée-là, Antillais versus Africain, c'était effectivement mettre en parallèle une histoire qui est commune, puisqu'en fait on vit tous dans un environnement français ou francophone, qu'on a tous été colonisés par la France. Pour certains, c'est une histoire qui date de l'époque de l'esclavage, pour d'autres, l'histoire coloniale, pour d'autres, de l'immigration, enfin voilà. Et l'idée, c'était de parler de ce qui a été fait entre nous, mais de ce qui aussi nous sépare, en fait, de façon juridique, en termes de citoyenneté. Un exemple très simple, les Antillais sont français, par exemple. Donc on n'est pas dans la même démarche en termes de migration et de comment on vit en France, si on a été française ou pas. C'est quelque chose de justement dans cette entrée-là qu'à un moment les Antillais se retrouvent en position de presque porte-flingue de l'État français, en refusant des papiers à des immigrés africains. Ouais, ça c'est une étude d'un sociologue historien qui s'appelle Alexis Spire, je crois. Je me souviens parce que j'avais étudié ça en fac d'histoire, et qui expliquait le recrutement massif qu'il y a eu, on va dire à partir des années 83-84, dans les préfectures, et qui ont ciblé le recrutement d'Antillais. Et on était vraiment aussi au moment où commençait en tout cas à se rétrécir aussi la question de l'immigration, après tous les années 70 où il y a eu le regroupement familial, donc il fallait, au début il y a eu 81 avec les régulations massives quand Mitterrand est arrivé, et puis après crise économique oblige, ça s'est resserré, et donc il y a eu des politiques
assez fortes dans les préfectures et qui sont symbolisées en fait par ça. Après, c'est aussi dans cette entrée, c'est aussi parler d'une histoire un peu mémorielle qui était un peu tabou. En tout cas, moi, de mon point de vue à moi, parce que grandi en France avec des personnes antillaises, c'est comme ça que je les appelais jusqu'à ce que je rencontre Célia. Il y avait comme une espèce de truc un peu tabou entre Antillais et Africains. Et l'idée, c'est que c'était de remonter à pourquoi c'est tabou, mais en même temps de montrer en fait ce qui a pu être fait entre nous à travers que ce soit la culture, la musique, les couples mixtes qu'il y a eu. Voilà, il y a une histoire commune qui existe avant ça, la négritude, les démarches intellectuelles, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Et en fait, c'est une histoire française parce que même dans les rebondissements de cette histoire mémorielle un peu tabou, ça correspond beaucoup en fait au point de crispation aussi de la politique française ou des crises économiques françaises, parce que par exemple les années 90, c'est vraiment un moment de basculement en fait, avec l'arrivée du gouvernement Balladur, la question de la figure du sans-papier qui a émergé à ce moment-là, et la crise économique par exemple dans les communautés noires à ce moment-là était très 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 forte, et c'est quelque chose qui est très peu sourcé. Après, c'est une histoire qui est récente aussi, les années 90 finalement. Mais voilà, on avait envie dans cette entrée de parler de cette histoire qui est un peu taboue, ou en tout cas qui n'avait pas nécessairement été formulée ensemble. Et puis c'était aussi une façon de parler de nous, parce que nous, notre démarche, c'est aussi une discussion entre communautés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'entrée, je crois qu'elle se finit en expliquant que ces dernières années, il y a en tout cas une volonté des nouvelles générations de connaître cette histoire-là, de l'écrire, de se documenter, de parler avec les anciens, de faire des podcasts, de faire des émissions de radio. Et donc voilà. Oui, l'entrée se termine sur l'envie que la solidarité s'installe, en gros. C'était ça. Oui, et qu'elle commence de toute façon, et qu'elle a toujours existé, mais qu'il y a eu des moments de down, des moments mais qu'elle a toujours existé en réalité. Voilà, c'était aussi encore une déclaration d'amour en fait, encore. Dans la même lignée, il y a donc une entrée qui s'appelle Black Love, donc dans cette lignée si on peut dire intra-communautaire. Donc il y a un concept qui est né en réaction, qui est né aux États-Unis par rapport à l'esclavage et aux déportations de personnes noires là-bas, donc par rapport à la dépossession des corps des personnes noires et l'interdiction de se marier, l'interdiction de vivre des unions au grand jour. Et aujourd'hui, ce concept, évidemment, il a beaucoup voyagé, beaucoup changé, mais il est un peu utilisé désormais pour, entre autres, pour s'opposer aux représentations majoritaires qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que quand on voit des personnes noires en couple dans des pubs ou dans des films grand public, très souvent c'est des couples mixtes. Et puis voilà, il y a donc cette idée aussi on met peu en scène les couples noirs, ou alors c'est des couples américains. On reviendra sur ce biais qui est évidemment super présent, comme s'il y avait finalement une injonction à ne pas s'unir entre personnes noires qui perdurait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, du Black Love, de ce que vous y mettez vous, de la définition que vous y donnez? Alors pour le Black Love en particulier, donc on a fait cette entrée parce que c'est un concept qui a été pas mal discuté, en tout cas dans les communautés noires depuis ces, disons, 3-4 dernières années. Et c'était important juste de resituer en expliquant que c'est un contexte c'est un concept américain qui est repris en France parce qu'on peut le comprendre en particulier quand on vit dans une société qui est assimilationniste, où ce n'est pas valorisé d'être avec une personne qui, en tout cas quand on est non blanc, ce n'est pas valorisé d'être avec quelqu'un qui nous ressemble en fait. Donc c'était revenir juste sur les origines donc du concept. Pourquoi est-ce que le concept a du sens en France,
pourquoi est-ce que quand on parle de Black Love, c'est important de parler aussi du contexte romantique, je sais pas si j'utilise le bon mot, pour les femmes noires en particulier. Aujourd'hui, on a parlé dans l'entrée, on parle par exemple de ce qui se passe sur les sites de rencontres, par exemple, où les femmes noires sont en bas de l'échelle au niveau de l'attractivité et des messages qu'elles reçoivent. Donc c'était aussi un prétexte, en fait, juste pour critiquer aussi la notion en comprenant que elle a du sens dans un contexte français assimilationniste, mais en même temps, quand on considère les origines, par exemple, des personnes noires en France, qui viennent d'Afrique, par exemple, qui viennent des Caraïbes, il n'y a pas toujours cette idée où on a besoin de ce concept-là pour être avec quelqu'un qui nous ressemble, en fait. En particulier quand on est africain, par exemple, et qu'on vient d'Afrique. Moi, personnellement, j'ai grandi en Afrique, et pour moi, c'est la norme. En fait. Ouais. Donc du coup, c'était aussi critiquer en expliquant qu'on ne peut pas à chaque fois juste reprendre des expressions américaines pour les transposer à un contexte français, mais expliquer qu'elle a du sens parce qu'on est effectivement dans un contexte assimilationniste, et c'est vrai que quand on n'a pas les mots en France, on a tendance à aller chercher dans le contexte anglo-saxon où il y a souvent des mots. Donc c'était principalement. Alors dans Le Dérangeur, il y a beaucoup de références à des penseurs ou à des figures qui vous ont précédé, qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé sans doute à prendre conscience, à vous fortifier, réfléchir, etc. À qui vous rendez hommage très régulièrement. Donc il y a par exemple Frantz Fanon, Marie Scondé, Édouard Glissant, Bell Hooks, Audrey Lorde. Est-ce que c'est important pour vous de vous inscrire dans cette filiation, de montrer, je devine un peu la réponse, mais de montrer justement qu'il y a une transmission, une visibilisation, une lignée à mettre en lumière? Alors je vais peut-être répondre pour tout le monde, mais oui, je pense que c'est extrêmement important. Enfin, il y a deux aspects. Il y a déjà que c'est extrêmement important tout simplement parce que quand on écrit sur les sujets qu'on aborde dans Le Dérangeur, il y a déjà des personnes qui ont effleuré ces sujets. Donc de manière complètement concrète, si on parle, je sais pas, de la question du bumidum, on est obligé d'évoquer par exemple les travaux d'Édouard Glissant qui parlent du rapport dans le discours antillais qu'entretiennent les colonisés avec les Martiniquais avec la métropole, je fais exprès d'appeler la métropole, donc la France. Donc de manière très concrète, pour bien écrire Le Dérangeur, on est allé chercher des sources. On a lu, on s'est informé, et donc du coup, on est allé dans un ensemble d'ouvrages et de documents, d'informations qui existaient déjà et qui avaient déjà été abordés par des auteurs qui sont issus des espaces dans lesquels on vient. Donc Condé pour la Guadeloupe, Glissant la Martinique, Lorde, elle est noire-américaine. On parle de Senghor aussi, il y a Césaire. Enfin, on pourrait passer l'après-midi à citer l'ensemble des personnes qui nous servent et dont les travaux nous servent à alimenter notre réflexion et notre pensée. Et puis il y a aussi, je pense aussi, Piment, on a toujours souhaité s'inscrire dans une démarche où on était héritier d'une pensée et héritier de travaux, et qu'on écrit parce que certains l'ont fait avant nous, on réfléchit parce que d'autres l'ont fait avant nous, et on réfléchit dans notre contexte, mais en s'inspirant, en comprenant et en ne perdant jamais de vue ce qui a été fait avant, ce qui a été écrit avant et le contexte d'avant. Et je pense que ça fait partie de l'ADN de Piment et de notre travail de manière générale, c'est de s'inscrire dans un contexte actuel en ne perdant jamais de vue ce qui a été fait avant et comment ça peut nous nourrir, ou comment on peut aussi le critiquer, parce que ça nous est arrivé de critiquer aussi ce qui a été fait avant. Donc vraiment, ça fait vraiment partie... Enfin, de manière très personnelle, je trouve que c'est extrêmement confortable d'écrire dans ce contexte-là, parce qu'on ne se sent pas seul, en fait. Et même si on peut se sentir seul. Moi, quand j'ai écrit sur les béquets, je me suis sentie seule. Et heureusement que j'avais Rhoda, Bintou, Chris qui étaient là, en disant, voilà, on va t'aider, voilà ce qu'on pense, mais qu'est-ce qu'ont fait les autres avant toi? Qu'est-ce qui a été dit? Et là, on se sent moins seul. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi personnellement, c'est aussi comme ça que je le vis. Il y a peut-être pour rajouter, mais je pense que tu l'as effleuré dans ce que tu viens de dire, c'est aussi cette exigence qu'on a eue depuis le début dans l'émission de radio, d'essayer, en tout cas toujours, d'aller chercher aussi des auteurs francophones
pour aussi bien toujours capter la particularité aussi de l'histoire de la France avec son empire colonial, avec l'esclavage, son histoire esclavagiste. Et ça, je pense que dans l'entrée, par exemple, Rhoda elle peut en parler, mais dans l'entrée Rosa Parks, ça s'inscrit un peu dans ça, dans la critique aussi, ou en tout cas dans l'exigence qu'on a voulu toujours depuis le début, avant le dérangeur, voilà, mettre la lumière, ou pas d'ailleurs, mettre la lumière, on est qui pour mettre la lumière utiliser, s'appuyer. C'est comme définir, non? S'appuyer. C'est prendre le pouvoir, mettre la lumière. Mais s'appuyer, voilà, s'appuyer, j'aime bien le fait que tu parles de réconfort, parce que c'est vrai que quand tu écris sur des sujets un peu... Voilà, où tu n'es pas sûr, ou tu te dis c'est un peu sensible politiquement, et ben ça l'est beaucoup moins en fait quand tu sais que ça a été écrit avant et que tu peux t'appuyer en fait sur les écrits de chercheurs, de chercheurs, et je pense que c'est important aussi le mot chercheur, d'universitaire, de critique. Voilà, ça c'est une démarche qui nous a semblé naturelle depuis le début. Moi je suis historienne de formation. Tu peux pas écrire en histoire sans faire 15 citations. On part du principe des gens d'histoire, par exemple, que ce que tu dis, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit. Et voilà. Donc il y a un côté réconfortant et d'exigence et d'honnêteté intellectuelle aussi, parce qu'on cite systématiquement, donc c'est important. Alors c'est un livre donc qui alterne entre passages plus socio-historiques, justement, plus du côté universitaire, avec des références, des sources, etc. Et puis d'autres fois des passages plus humoristiques, plus sarcastiques, qui sont effectivement dans la lignée de la façon dont vous décriviez Piment. Dans la première catégorie, donc plus socio-historique, il y a entre autres un texte sur le chlordécone, qui est donc un scandale humanitaire, environnemental, éminemment raciste, qui est encore peu connu, même si on en parle, j'ai l'impression, de plus en plus. Est-ce que vous voulez nous parler de ça et puis peut-être nous lire un extrait, je ne sais pas dans quel ordre, donc c'est à la bonne page. Je fais quoi? Je vais lire l'extrait avant. Alors, donc je vais choisir de lire la fin de l'extrait chlordécone. Parce qu'elle est en deux parties. Il y a une partie où on se pose des questions et puis une partie où on met du contexte et où on conclut. Et dans la conclusion, on dit « Les effets de la contamination sont connus. Les Martiniquais et les Guadeloupéens sont emprisonnés et condamnés à vivre sur des terres malades, à boire et à manger des produits dont ils savent qu'ils les tueront tôt ou tard. En attendant que les responsables soient reconnus et condamnés, que le principe du pollueur-payeur soit appliqué, et que le test visant à connaître le taux de chlordécone dans le sang soit remboursé par la sécurité sociale, il ne reste plus aux Martiniquais et aux Guadeloupéens qu'à sortir les 140 € nécessaires pour réaliser ce test, dont ils connaissent déjà le résultat. » Je pense que c'est bien de choisir cet extrait parce que c'est très concret. Parce qu'on parle du chlordécone, on se dit oui, bon, c'est des pollutions des terres. Ben oui, c'est des pollutions des terres. Concrètement, ça coûte de l'argent, ne serait-ce que déjà de savoir si on est contaminé. Et concrètement, ça a des effets directs sur les gens. Ça les tue, d'accord, ça les rend malades. Ça met en danger le seul fait de pouvoir procréer. Quand les femmes sont enceintes, elles sont beaucoup plus sensibles à faire des fausses couches. Enfin, on pourrait citer, on le cite d'ailleurs dans l'entrée, l'ensemble des conséquences que ça a physiquement. Et je pense qu'on pourrait même faire une étude sur les conséquences psychologiques, en fait, puisque clairement, il y en a. Quand on est dans un espace ou quand on achète une igname, on se dit, bon, quand même... il est chlordéconé, quoi. Mais il faut le manger parce qu'après tout, ce sont nos terres et c'est les espaces où on vit. Donc, ouais, c'est une entrée. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un sujet dont on parle. À chaque fois, je pense qu'on ne parle pas beaucoup, c'est qui on. C'est toujours parce que moi, je pense que souvent le on que j'entends à la radio, à la télé ou en général, c'est pas le on. Ce on-là, je ne suis pas dedans, en fait. Donc, en fait, c'est le on. Je sais que je ne suis pas dans ce on. Donc, du coup, le on que j'utiliserais. Donc, si moi je devais parler, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis longtemps, parce que les associations écologistes, et en plus elles ne se disent même pas écologistes, parce qu'il faudrait qu'on puisse parler du mot écologiste qui pourrait faire l'objet d'une entrée dans le livre, mais on ne l'a pas fait. Mais les associations pour la défense et la préservation de la terre en Martinique, je pense à l'association Assopama, existent depuis les années 1970, et il y en a eu avant. Donc, en fait, c'est des sujets qui sont extrêmement vieux.
Et avant l'existence de ces associations, il y avait déjà des travailleurs agricoles qui disaient qu'ils utilisaient des produits dans la banane qui les rendaient malades. Donc en fait, ce ne sont pas des sujets qui sont vieux, ils sont connus dans mon espace. Donc en Martinique, on parle de ce sujet depuis très longtemps. C'est juste qu'il est tombé dans les oreilles de ceux qui ont le pouvoir, des dominants, de la France, des institutions, qui l'ont abordé. Je ne sais même pas si on pourrait dire ça comme ça. Je crois pas. Enfin, en tout cas, on l'entend dans les médias et je crois qu'il a été saisi par des instances politiques un petit peu plus. Mais le test pour savoir si on est contaminé n'est toujours pas gratuit. Et les pièces qui ont été montées par les associations pour donc dénoncer cette contamination, parce qu'il faut aussi savoir que cette contamination a un relent racial et un relent colonial, puisque ce sont des propriétaires terriens de la banane qui sont très souvent des béquets qui ont utilisé ces produits, et ceux qui travaillent la terre sont des Martiniquais noirs. Donc il y a aussi cette notion raciale qui est extrêmement importante à prendre en compte et qui est très peu abordé, même si c'est sous-jacent et que je pense que tout le monde le sait. Donc, j'ai perdu mon fil, mais je voulais simplement dire que c'est un sujet qui n'est pas récent, c'est un sujet qui est connu, et il est tellement connu, et voilà où je voulais en arriver, que les pièces qui constituent le dossier pour demander parce qu'il y a un procès, hein, il y a des demandes, il y a des réclamations, donc il y a une procédure judiciaire, ils ont été déposés il y a 10 ans, et il s'avère qu'ils ont disparu. Donc le en fait, c'est très bien que ce dossier ou que cette question du chlordécone est connue et voilà, et elle n'est pas traitée en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on a voulu dire, je pense, dans le dérangeur. Je voulais juste rajouter, en tout cas, le par exemple, moi, j'y étais pas jusqu'à ce que j'apprenne aussi à travers toi dans les émissions qu'on a faites, parce que je pense que c'est depuis, voilà, nous en tout cas, la question du chlordécone, on en a parlé dans nos émissions, et à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de médias qui en parlaient, de médias, en tout cas français, dominants, qui en parlaient, donc maintenant je me mets dans le mais avant j'étais hors du et ce qui a été intéressant aussi dans l'écriture de cette entrée, et dans comment tu nous as permis d'aborder et de comprendre ce sujet-là, c'est que ça a fait aussi sens par rapport aussi au fait que c'est une question qui existe aussi au Cameroun, et donc c'est là où la discussion entre nous, et que ce livre, c'est d'abord une discussion entre nous qui nous permet de réaliser des choses, de comprendre des choses, de comprendre des processus qui ont un sens. Et cette entrée, elle dit ça aussi, parce que la question du chlordécone, dès les années 60 ou 70, au Cameroun aussi. Au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire. Encore par la France, en tout cas par des gens qui étaient dans l'industrie agroalimentaire. Voilà. Donc c'est ça que ça nous permet aussi ça, en fait, ce livre. Et je pense aussi, quand moi j'ai appris que le chlordécone avait été utilisé au Cameroun, et au final, quand on regarde et qu'on cherche un peu, il y a eu des articles qui sont sortis, qui parlaient du cas du Cameroun, par exemple, des articles qui sont sortis dans Libération il y a 10 ans à peu près, qui parlaient effectivement du chlordécone utilisé au Cameroun. Le Kipon, je crois qu'il l'appelait. Exactement. Et donc, moi, par exemple, il y a quelques... Pardon ? Il y a des associations là-bas aussi qui luttent, non ? Non, pas du tout. Justement, c'est ce dont je voulais parler. Il y a quelques mois, donc j'étais au Cameroun pendant 2 mois, par exemple, et moi je vis à Douala. Et Douala, c'est une ville qui est pas très loin du département du Mungo, qui est le Mungo, en fait, c'est l'endroit où a été utilisé le chlordécone. Et la plupart de la nourriture qu'on consomme à Douala vient du Mungo, en fait. Et il y a beaucoup de bananes, par exemple, il y a beaucoup de plantains, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc forcément, quand j'étais au Cameroun, je me suis posé cette question tout le temps. Chaque fois que j'ai mangé de la banane, chaque fois que j'ai mangé du plantain ou autre chose, en fait, parce que ce sont les terres qui sont polluées. Et la différence entre ce qui peut se passer aujourd'hui en Martinique... et c'est triste aussi à dire, c'est que maintenant on en parle, mais au Cameroun, la discussion n'a pas commencé. Ça veut dire que la plupart des personnes ne savent pas ce que c'est le chlordécone. Il n'y a pas d'association de consommateurs, par exemple. L'affaire a été étouffée. Donc j'ai presque envie de dire, c'est triste que peut-être que la raison pour laquelle on peut en parler dans le cadre des entre gros guillemets les outre-mer et de la Caraïbe, c'est parce que c'est considéré comme la France. Mais les pays donc d'Afrique centrale et de l'Ouest, je pense qu'on en parlera. Je ne sais pas quand on en parlera, mais je pense que c'est très urgent, parce qu'au Cameroun aussi, par exemple, il y a un gros taux de cancer de la prostate. Et c'est le cas, par exemple, en Martinique, à cause du chlordécone. Mais ce qui est intéressant entre d'Iroda, c'est que
on a réussi dans cette entrée du chlordécone, dans le dérangeur, à faire le lien entre les deux et avoir déjà une discussion entre nous, entre le Cameroun qui est de l'autre côté de l'Atlantique et la Caraïbe, de dire ah tiens, ça existe chez toi, ça existe chez moi, voilà les conséquences que ça a chez moi. Donc ça crée une discussion qui pourra certainement, j'espère, peut-être servir ailleurs et dénoncer l'utilisation plus globale. Donc c'est pour ça, vraiment, en plus, ça me fait penser vraiment à la question de l'écologie, où on se rend compte que finalement, on en parle beaucoup, mais voilà, il y a une vraie discussion qui existe et les expériences des uns dans nos communautés pourront servir certainement les autres. Dans le livre, il y a aussi un certain nombre d'entrées qui concernent plus directement la culture populaire. Donc la musique, la chanson, la danse, le cinéma aussi. Est-ce que c'était important pour vous d'attraper aussi cette dimension-là, et pourquoi ? On est des êtres de culture, tout simplement, déjà. Enfin, on danse, on mange, on boit, on voyage un peu, parce qu'on a cette chance. On écoute de la musique, donc, et on écoute beaucoup de musique. Et oui, déjà, je pense qu'on est tous mélomanes autour de la table. L'émission, c'était une émission à la fois musicale. Et j'ai oublié de le dire, effectivement, les Piments, c'était une émission de musique musicale. On choisissait précautionneusement les titres qu'on allait passer, qui faisaient écho à une discussion ou à un moment ou à une histoire, enfin voilà. Et donc oui, on est des êtres de culture, donc forcément le livre, c'est une discussion entre nous, le livre va relater nos expériences, donc forcément on va retrouver ce qui nous compose aussi, et on va retrouver de la musique, on va retrouver du cinéma, donc c'est normal, et c'est au choix aussi. Et on a choisi, et c'est volontaire, de vouloir qu'on ait choisi de parler de musique. Par exemple, je pense au zouk. C'est extrêmement important de poser les mots, de redéfinir, d'expliquer le zouk. Par exemple, la rôle de musique, j'en pense aussi, la figure d'Aya Nakamura qui va parler de l'ensemble de l'histoire du R&B en France. Voilà, enfin, on pourrait en citer d'autres, hein. Mais je pense qu'il y a des choix qui ont été faits parce que forcément, comme nous on écoute de la musique, nos histoires et les musiques, culturellement, la culture n'échappe pas en fait à la façon n'échappe pas au fait que elle est traitée d'une certaine façon quand elle est produite, réalisée par des personnes noires. Et donc c'était important de mettre le point et de définir et à la fois de problématiser. Je pense aussi qu'au-delà du fait d'être des êtres de culture, on travaillait déjà dans ces industries-là. Bintou, par exemple, est productrice de musique. Moi, je suis critique, donc je parle d'œuvres d'art, de musique. J'ai écrit sur la musique depuis longtemps. Donc pour moi, c'était littéralement naturel de parler de culture populaire. Et je pense aussi que dans l'émission, on parlait déjà de culture populaire. Et je pense que c'est aussi... Par exemple, pour citer Bell Hooks, qui est une autrice qu'on cite beaucoup dans le livre, qui est critique en fait. Et c'est vrai qu'en France, les livres de Bell Hooks qui sont traduits sont des livres où elle parle beaucoup de féminisme, parce que c'est une féministe radicale, mais c'est une féministe qui parlait de la culture populaire comme moyen intéressant pour pouvoir parler de genre, de race, etc. Parce que les questions de genre, de race et classe se retrouvent aussi dans la culture populaire qu'on consomme. Et c'est aussi un moyen beaucoup plus accessible pour parler à d'autres personnes. Il y a beaucoup de cinéastes, par exemple, je pense par exemple à Sarah Maldoror, qui nous a quittés l'année dernière, qui parlait aussi du cinéma comme médium assez accessible, en fait. Donc je pense qu'il y a l'idée à chaque fois de prendre les choses qu'on connaît. On n'a pas besoin d'aller lire ou d'ouvrir un livre pour savoir que voilà, il y a Les Misérables qui sont sortis, tout le monde a pu voir Les Misérables, il y a eu 1 million d'entrées, donc on peut se servir des Misérables pour parler d'enfants, pour parler de la condition d'enfant. Donc c'était aussi pouvoir toucher le plus grand nombre en parlant de choses en fait qui sont palpables assez facilement par le plus grand nombre. Ouais, et c'est vraiment ce côté en fait, comme tu disais dans ta question, Marie, culture populaire. C'est vraiment on passe par quelque chose qui peut toucher le plus de monde possible et qui nous touche nous-mêmes, qu'on consomme nous-mêmes, pour pouvoir justement aborder des questions qui sont peut-être beaucoup plus difficilement abordables si ça passe par un universitaire, par un livre d'essai d'un sociologue, etc. Et l'idée, c'est aussi toujours de
non pas de politiser les choses, parce que nous, on travaille dans la culture et on est d'abord effectivement des personnes qui aimons en fait la culture en général, mais c'était vraiment d'expliquer que dans le contexte dans lequel on vit, voilà, les choses ne sont pas anodines. Et il y a aussi ce côté pédagogie en fait aussi, hein, parce qu'on s'adresse quand même, on a voulu rendre les choses accessibles. Et je pense que la musique, par exemple, voilà, c'est quelque chose de très accessible, quoi. Et à travers la musique, on peut parler de beaucoup de choses, en fait. On peut expliquer beaucoup de choses. On peut aussi expliquer une histoire. Donc, par exemple, dans l'entrée Aya Nakamura, c'est une entrée qui est à la fois critique, mais qui est aussi explicative et qui donne aussi des éléments de compréhension de pourquoi il y a une invisibilité et pourquoi il y a eu des nouvelles créations musicales à cause de cette invisibilité subie. Et c'est aussi comment parler aussi de culture noire, en fait, aussi. Ça, c'est important parce que c'est culture noire par rapport à nous, par rapport à notre paradigme, et comment aussi nous, on arrive à se frayer chemin dans des cultures noires qui sont souvent pas valorisées ou qui sont mal définies, world music ou zouk, où il y a une vision très doudouiste. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est important, plus qu'intéressant, parce que c'est aussi réaffirmer aussi des cultures noires et comment nous, on s'approprie nous-mêmes nos propres cultures et comment aussi on peut les transmettre. Voilà. Alors justement, tu faisais allusion aux Misérables, donc ça ouvre sur cette question-là, sur la question des enfants, puisque donc dans cette entrée-là, vous parlez du droit qui est refusé aux enfants perçus comme issus de l'immigration d'être des enfants. C'est-à-dire qu'il y a comme une injonction où on les traite comme des adultes, ils doivent se conduire comme des adultes. Ça se voit aussi, par exemple, je fais un lien qui est peut-être un peu rapide, mais avec ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. En France, ils doivent prouver qu'ils sont mineurs, et tant qu'ils ne peuvent pas le faire, ils sont considérés comme majeurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'Union européenne notamment. Alors, tu voulais nous lire un extrait, tu l'as? Sinon, il est là. Alors, oui, ouais. Voilà. Cela commence toujours de la même façon, à l'école maternelle ou primaire, dans la cour de récré. Les enfants noirs l'ont compris et les enfants blancs n'ont pas résisté à l'envie urgente de le leur faire comprendre. Leur peau, cheveux, nez, pays d'origine leur interdisaient d'office de connaître une enfance classique. Ils n'ont pas eu la chance d'être à l'abri, ne serait-ce que pendant quelques années, de la violence du racisme. Qui blâmer ? On nous répondra qu'il ne s'agit sûrement pas de ces enfants blancs innocents réceptacles des idées de leurs parents et de leur environnement raciste. Mais apparemment, cette innocence prime car elle leur octroie le droit d'arracher la leur aux autres. Je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de cette entrée. L'entrée enfant, elle est intéressante parce que c'était une entrée difficile dans le sens où la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'on parle du racisme que subissent donc les enfants, sans forcément, tout en parlant aussi des enfants blancs, par exemple. Donc c'est très compliqué parce que là on parle d'enfants et du coup il y a beaucoup la question d'innocence, il y a comment est-ce qu'on peut parler d'enfants racistes, par exemple. Et je me rappelle, à l'époque, quand on écrivait cette entrée, il y avait cet article qui est sorti, je pense, dans les années 2014-2015, dans le New York Times, qui parlait donc d'une école à New York, où il y avait cette expérience qui était faite pour savoir à partir de quel âge les enfants pouvaient devenir racistes, en fait. Et l'expérience avait prouvé que très tôt, les enfants étaient racistes. Donc, du coup, je me suis posé cette question, je me suis dit, comment est-ce que j'arrive à parler de ce racisme en me mettant dans la peau d'un enfant noir et de ce que lui, par exemple, lui perçoit. Moi, quand je suis arrivée en France, par exemple, je n'avais pas cette expérience d'être appelée, je ne sais pas moi quoi, caca dans la cour de récré. Par contre, ce type d'histoire, j'ai pu en entendre beaucoup de personnes qui ont grandi en France et qui ont été socialisées dans ce contexte-ci. Et je me suis dit, la première version de racisme que les enfants vivent, c'est via des enfants blancs, en fait. C'est dans la cour de récré. Donc comment est-ce qu'on parle de cette innocence en se fixant sur l'expérience des enfants qui subissent, en fait, ce racisme? Donc c'était important pour nous et pour moi d'avoir cette vision et de pouvoir parler, en fait, de passer au-delà, en fait, de cette innocence, en fait. Comment est-ce qu'on parle de blanchité
sans enlever donc la responsabilité que peuvent avoir des enfants en fait. Parce qu'il y a aussi cette responsabilité à partir du moment où ce racisme s'abat sur d'autres enfants en fait. Et ces enfants-là doivent le vivre. Et c'était intéressant de prendre du coup Les Misérables, parce que dans Les Misérables, donc il y a cette histoire où on suit des enfants, on suit cet enfant qui est maltraité par tout le monde, littéralement, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il est maltraité principalement par la police, mais il est aussi, dans un sens, maltraité par les personnes de sa propre communauté aussi. Et c'était intéressant de voir aussi et de transposer donc cette affaire-là au discours, par exemple, où on parle de jeunes de banlieue, par exemple, où on peut voir ces enfants, on se dit que ce sont des jeunes. Et quand on parle de jeunes, on enlève complètement le fait que ce sont des enfants qui sont innocents, qui peuvent faire des erreurs, etc., et qui devraient être traités comme tels. Donc cette entrée parlait un peu de toutes ces idées-là, en fait. C'est un peu une sorte d'exploration où on parle aussi bien de cinéma, où on parle de la condition particulière des petites filles noires aussi, où on parle de ce qui se passe dans la cour de récré, où on parle aussi de la responsabilité des parents, parce que c'est très important de parler des parents, parce qu'ils sont responsables. Et on parle aussi voilà, des biais de X et Y. Alors, toujours dans cette perspective d'imposer votre regard, de dire que maintenant on va décentrer, arrêter de regarder toujours depuis le même endroit, il y a aussi le mot exotique que vous détournez. Pour montrer à quel point il est absurde et justement à quel point il dépend de l'endroit d'où on regarde le monde. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu cette entrée ? Je ne sais même pas quoi dire. Exotique, ça va avec touriste en plus. L'entrée exotique... Enfin, alors, je trouve que, alors, comment on va parler de cette entrée ? Elle est intéressante parce qu'elle prouve à quel point le dérangeur est protéiforme. J'ai dit tout à l'heure dans le fond, mais aussi là dans la forme, parce que ouais, ça va être une liste. Je crois qu'est-ce qui est exotique chez nous, la choucroute par exemple. Les albums de Yannick Noah. Et donc du coup, voilà, de notre perspective, il y a plein de choses, des cheveux qui collent là quand ils sont mouillés. Le week-end à Deauville, non ? Aller au ski alors qu'il fait déjà froid. Ouais, voilà, donc payer pour aller dans le froid. Moi, c'est vraiment un truc payer pour aller dans le froid alors qu'il fait déjà froid, qui va payer. Après, j'ai compris, hein. Je suis partie à la montagne. J'ai compris le délire. Un jour, mais je ne vais pas me payer 15 jours pour aller me geler alors que au même prix, on peut. Enfin, et ça, c'est exotique. Ça, c'est exotique. En tout cas, pour nous, je ne pense pas que moi, ça fait des années que je connais Bintou Roda. On s'est pas dit tiens, on va partir au ski à la montagne. Voilà, moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis jamais allée à la montagne, frère. Enfin, si, en classe de neige. Ouais, mais enfin. Mais ça, vraiment... même mes parents étaient choqués, genre, putain. Il y a vraiment ce truc où des choses. Mais moi, je sais, moi j'ai évolué dans un monde professionnel blanc, mais vraiment. Il y a vraiment ce truc où les gens vivent des trucs de manière très normale et puis moi, je me dis, vraiment, je vois pas, même ce truc de, ah ouais, moi vraiment, tu fais quoi pendant les vacances ? Tu fais quoi ce week-end ? Tu fais quoi ce week-end ? Enfin, je pars en week-end. Il y a vraiment des trucs, mais vraiment, enfin, en tout cas dans l'entrée, là, je suis en train de me lancer un peu dans des trucs un peu exotiques pour moi. Les terrasses sous la pluie. Là, avec le déconfinement, on a vu des trucs, justement. Là, on a vu des trucs, là, pour le déconfinement, là. Mais en fait, je disais ce qui est exotique pour moi, mais effectivement, on fait une liste de ce qui est exotique pour nous. Et voilà, les terrasses. Moi, je sais, pour l'anecdote, quand je suis arrivée en France pour la première fois, c'était en été. Et à chaque fois qu'on voulait aller manger, j'étais accompagnée de ma mère, on me disait, oui, terrasse ou à l'intérieur ? Je disais, mais qui c'est qui veut manger dehors quand il fait chaud ? Il fait chaud, il y a la clim dedans, on va manger dedans. Enfin, et c'était vraiment ce truc de dire, mais comment vous pouvez oser proposer aux gens de manger dehors alors qu'il fait extrêmement chaud ? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est exotique. De manger, de transpirer en mangeant, c'est extrêmement exotique. Mais je pense que du coup, ça revient à tout ce que tu dis. C'est aussi, pour revenir à ce qu'on dit dans l'avant-propos, c'est comment est-ce qu'on tourne en fait le regard, on détourne le regard et on se dit, à partir du moment où on arrête de se penser comme la norme, qu'est-ce qui se passe ? Donc je pense que c'est un peu aussi explorer cette idée-là en parlant d'exotisme et de qui est considéré comme exotique et à partir d'où. Ça fait l'écho au tourisme, aux touristes, à l'entrée touriste qui écrit un peu dans la même veine. Et c'est fou parce que depuis que je suis à Marseille, là, je suis arrivée, ça va faire une journée, je me dis je suis touriste en fait. Et donc du coup, ça me met déjà dans une position où je me dis mais non, mais en fait si, tu es touriste. Donc oui, donc déjà je me mets dans ce truc. Et par contre, effectivement, venant d'espaces où
on a beaucoup. Moi, je vais à la Martinique, donc les touristes, je les connais, j'ai grandi avec eux, je vois comment ils se comportent. Et par exemple, je suis allée à Les Goudes aujourd'hui, et ma question que je me posais, c'est de me dire, est-ce que j'ai le droit de monter en haut de la pente, parce que peut-être que c'est interdit, parce que si tout le monde monte, ça veut dire qu'on est en train de détruire en fait la faune, et on va certainement déranger les animaux. Et je me dis, je ne peux avoir cette expérience-là parce que je sais ce que c'est d'être touriste et de voir en fait des touristes se comporter et avoir dans un espace. Et donc du coup, moi, je me retrouve dans cette posture, ce qui est assez rare. Et ça aussi, c'est exotique, finalement. On l'a abordé à plusieurs reprises dans cette discussion qui va bientôt toucher à sa fin. Mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus sur la place des États-Unis dans ces problématiques-là en France, puisque on en parlait en arrivant. Donc il y a cette entrée Rosa Parks qui parle du fait que on a beaucoup moins de mal en France de parler de racisme et plus largement de personnes noires. Enfin, on en parlait tout à l'heure justement à propos des couples de personnes noires quand on parle d'Américains. Mais plus largement autour de cette question-là, j'aimerais bien qu'on parle, parce que le New York Times a parlé de votre livre, ce qui est quand même à remarquer, je trouve, c'est pas rien. Mais justement, en évoquant aussi ces allers-retours des deux côtés de l'Atlantique autour de ces luttes-là, de ces questions-là. Est-ce que vous voulez nous parler de ça ? Je pense que ça peut faire écho à tout le débat qu'il y a eu sur l'américanisation de la société française, par exemple. Je pense qu'on peut en parler dans le sens où il y a toujours cette idée que toutes les notions qui existent aujourd'hui de l'intersectionnalité, au fait qu'on parle maintenant de race, etc., que ça vienne principalement des États-Unis. Et c'est toujours drôle de savoir que, par exemple, quand on va aux États-Unis, on voit que les penseurs, beaucoup de révolutionnaires, de penseurs américains ont été influencés par des théoriciens qui sont francophones. Par exemple, Frantz Fanon est étudié aux États-Unis. Je me rappelle les premières fois que j'ai vu des livres de Frantz Fanon sur des étagères dans des librairies, c'était aux États-Unis. Donc, c'est comprendre... C'est drôle de voir qu'en France, on a cette impression qu'il y a une américanisation, alors que littéralement, les théories qu'on prend viennent de ce contexte-ci aussi. Quand on parle de racisé, par exemple, c'était oui, américanisation, alors que racisé, bon, c'est une penseuse sociologue française. Donc c'est drôle, en fait, de lire la presse française et de voir à quel point tout le monde est un peu à côté de la plaque et refuse, en fait, de voir aussi et de comprendre qu'il y a eu une histoire, il y a eu des théories qui ont été créées à partir du contexte français et de toujours se placer un peu comme supérieur culturellement parce que nous, on a déjà réglé nos problèmes. Nous, on n'a pas besoin de parler parce qu'il y a l'universalisme. Nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'ici, de toute façon, il n'y a pas de racisme. Le racisme, voilà, c'est pas nous, c'est les autres. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je parlerai de moi. Moi, je sais que c'est en partant aux États-Unis, en tout cas, que j'ai pu trouver beaucoup de mots pour décrire, en fait, des expériences que je pouvais vivre en France. Que j'ai commencé à lire des théoriciens aussi américains, des romancières, parce qu'il n'y a pas que la théorie, il n'y a pas que l'université, il y a les romans aussi, où j'ai pu apprendre en fait en trouvant des moyens de transposer ces situations-là au contexte français. Et c'est aussi aux États-Unis que j'ai découvert des penseurs français, parce qu'ils sont beaucoup plus valorisés, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû partir aux États-Unis parce qu'ils n'étaient pas assez célébrés en France. Maryse Condé, par exemple, juste par exemple. Donc je pense que c'est parler d'américanisation et parler de l'influence des États-Unis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a toujours des circulations. Il y a des circulations, et en particulier quand on parle de diaspora noire, il y a beaucoup de circulations entre les diasporas. Dans les années 60, le mouvement des droits civiques américains, et particulièrement pour les années 70 avec les Black Panthers, était influencé par ce qui se passait en Afrique, par les décolonisations africaines. Donc c'est important à chaque fois d'expliquer qu'il y a des circulations et qu'il n'y a pas juste les États-Unis qui existent dans une bulle, et on a percé la bulle des États-Unis pour prendre ce qu'ils sont en train de faire dans leur contexte. Tout est lié, tout est absolument lié. Ouais, non, je pense que c'est ouais. Circulation des savoirs, je pense que ça c'est hyper important, et sans doute manque de connaissances en France, ou peut-être aveuglement, parce que clairement en fait ce qu'ils appellent de l'autre côté de l'Atlantique les French Theory,
c'est-à-dire Foucault, Fanon, etc. C'est des choses qui sont étudiées dans les universités américaines dans les années 60, depuis les années 70, 80, et qui viennent en fait de français en fait. Et donc c'est littéralement, oui, la circulation des savoirs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus valorisé parce que cette circulation des savoirs, elle est accélérée grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux. C'est juste une accélération de cette circulation des savoirs qui existe depuis le XVIe siècle, j'ai envie de dire, quoi, depuis que la France même est partie coloniser une partie des États-Unis, quoi. Tu vois. Donc ça a toujours existé, cette circulation, et aujourd'hui, elle est accélérée grâce aux réseaux sociaux. Mais en réalité, nous, on s'est amusé aussi, voilà, à aller retrouver des théories, peut-être même dont nous-mêmes on pensait que peut-être elles venaient des années 90. Alors en fait, c'est beaucoup plus tard, beaucoup plus anciens, et en fait elles viennent de Glissant, de Maryse Condé, de Fanon, des sœurs Nardal, voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de s'appuyer aussi beaucoup sur ces auteurs universitaires, romanciers, francophones aussi, parce que il y a beaucoup de matière en fait aussi dedans. J'aime bien plus largement en dehors des États-Unis, j'aime bien cette idée de circulation parce qu'elle est extrêmement ancienne. Quand il y a la révolution haïtienne, et d'ailleurs on parle, il y a une entrée dans le livre qui s'appelle Vertière, la révolution haïtienne va résonner dans toute la Caraïbe, et c'est après la révolution haïtienne qu'il y a des déferlements en fait d'insurrections de plus en plus violentes qui vont amener à la libération des personnes esclavagisées dans la Caraïbe. C'est les mouvements de décolonisation en Afrique de l'Est qui vont créer du nationalisme en fait dans les espaces caribéens francophones, comme le Gong par exemple en Guadeloupe. Les Black Panthers, et là je parle sur le contrôle de Rouda, vont, quand ils veulent à un moment échapper en tout cas à la police, s'exiler, ils partent en Afrique du Nord. Ou en Guinée aussi. Et voilà. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest aussi. Fanon, quand il déserte l'armée, il reste en Algérie parce qu'il considère que c'est sa place et que c'est là qu'il doit parler, de cette place-là qu'il doit parler de décolonisation et d'aliénation, et qu'il va écrire l'un des plus grands ouvrages qui auraient été faits. Donc il y a vraiment... Et il meurt aux États-Unis. Et il meurt aux États-Unis, ouais. Et il meurt aux États-Unis. Donc il y a vraiment... et je pense que dans Le Dérangeur, pour parler de circulation beaucoup plus largement, dans Le Dérangeur, on le voit tout le temps qu'on passe... On pourrait faire un grand rond entre Paris, les États-Unis, la Caraïbe et puis l'Afrique. Et voilà, ça circule. Les musiques circulent, les mots circulent, les personnes circulent. Elles circuleraient de mieux s'il y avait des vols entre l'Afrique et la Caraïbe. Je profite pour jeter ça là. Mais voilà, ça circule, et ça circule encore. Et c'est l'absence de connaissance de ces circulations par les communautés qui ne font pas partie de ces communautés, donc par les Blancs, par les institutions françaises, qu'ils vont aller inventer des trucs, etc., etc. Donc oui, effectivement, il y a un regard qui est posé sur les États-Unis, mais il est extrêmement important d'utiliser, je trouve que le mot que Roda utilise, circulation, c'est extrêmement ancien en fait. On n'a pas attendu, l'Instagram l'accélère comme dit Bintou, mais ça existe depuis très, 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 très longtemps. Et c'est important de le rappeler. Tu voulais dire le digital, tu as dit l'Instagram. Ouais. Mais par rapport au petit piment que tu viens de mettre sur les vols, le digital, merci. Les vols entre la Caraïbe et l'Afrique, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas, en fait, pour que cette accélération et pour que cette circulation se fasse de façon la plus difficile. Complotisme. C'est grave complotiste. Non, mais en tout cas, si j'avais un souhait, et on l'écrit dans le livre, je crois, 2 fois, c'est qu'il y ait qu'on puisse aller... Enfin, c'était quand même facile de déporter des Africains vers la Caraïbe, mais quand c'est pour retourner faire le voyage retour, là, il n'y a plus personne. On est obligé de passer par Paris, et c'est obligé de nous coûter 3 000 €, alors qu'on pourrait... En fait, littéralement, Douala, c'est en face de la Martinique. Vraiment... Hein, c'est pas en face, mais... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc voilà. Pour conclure, une question super facile, puisque donc on est 1 an après la parution du Dérangeur, qui par un hasard absolu est tombé au moment où George Floyd s'est fait assassiner aux États-Unis, et donc qui a redémarré encore une fois un mouvement antiraciste qui s'est aussi inscrit aux États-Unis et dans une moindre mesure en France dans Black Lives Matter, qui s'était déjà mis en place quelques années auparavant, dont on a dit à l'époque, cette fois, comme probablement à chaque fois, cette fois ça y est, ça va bouger, plein de choses, les gens vont enfin prendre conscience, on va enfin accéder à autre chose, passer à l'étape supérieure. Où est-ce qu'on en est selon vous 1 an après? Qu'est-ce que vous faites comme bilan?
comme état des lieux, comme constat? Je sais pas. Moi, je dirais que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure dans la question, qu'est-ce qu'on en a fait de tous ces rapports qui ont expliqué qu'il y avait un racisme systémique en France? C'est un peu la question que j'ai envie de poser. Donc, parce que ces rapports sont sortis au même moment. Donc, on n'a absolument rien fait. Bien au contraire, il y a eu de la réaction. Mais après, ça, c'est normal. Hein. À chaque fois qu'il y a une avancée, il y a toujours la réaction à l'avancée. Ça, c'est dynamique de l'histoire, basique. Donc, moi, personnellement, en tout cas, ce que je vois, c'est que je pense que les choses ont avancé dans le sens où, en tout cas, c'est des questions qui sont débattues maintenant. Ça fait bouger les lignes. Alors, c'est pas parce que je dis bouger que ça veut dire que c'est dans le bon sens. Hein. Toute évolution n'est pas nécessairement une évolution dans le bon sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait bouger les lignes, c'est que ça fait débattre. Il y a quand même une mobilisation très forte en France avec le comité Adama, qui a pu quand même faire 2-3 manifestations d'envergure importantes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui restera. Et maintenant, j'ai envie de dire d'une façon très pragmatique, il y a des échéances qui vont arriver bientôt. Donc, c'est peut-être aussi dans ces échéances électorales qu'on verra, en réalité, dans le concret, en fait, qu'est-ce que ça a apporté tout ça. Après, intellectuellement, nous, on s'inscrit avant parce qu'on a écrit ce livre avant, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont être écrites, il y a des auteurs qu'on va aller chercher pour expliquer des choses, d'autres débats qui vont avoir lieu sur Mediapart. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais je pense qu'il y a aussi une réaction très forte. Mais bon, moi je dis toujours que quand il y a réaction, c'est parce qu'il y a des choses qui avancent aussi. Donc on verra pour les prochaines élections, en fait. Moi, je pense que c'est là où le concret, en fait, et ça sent pas très, très bon. Moi je pense que je suis beaucoup plus pessimiste. Enfin, quoique c'est déjà pessimiste. Je suis hyper pessimiste aussi. Complètement pessimiste, mais je pense que je suis dans un extrême. Parce que l'année dernière, après la manifestation qui a eu lieu donc, en début juin, je me rappelle que juste après, il y avait des manifestations de policiers dans la nuit, dans Paris, qui manifestaient parce qu'il y avait donc toutes ces discussions autour de l'étranglement. Ils manifestaient pour ces raisons-là. Juste après, il y a eu donc le nouveau gouvernement avec Castex, et je pense qu'une des premières visites de Castex c'était dans un, je sais pas si c'était un commissariat ou une gendarmerie. Juste après, il y a eu donc l'arrivée de Darmanin. Juste après, il y a eu la loi séparatisme, il y a eu la loi sécurité globale. Juste après, je peux continuer comme ça pendant, je veux dire, sur un an, dans le concret. L'université, l'islamo-gauchisme, l'association sur... Oui, séparatisme, ça. C'est le même bail. Donc concrètement, quand on regarde le contexte français et qu'on regarde les lois, donc on est dans le concret, donc dans le sens où qu'est-ce qui affecte littéralement la vie quotidienne des personnes, on se rend compte qu'on avance à reculons en fait, et que toutes les idées autour de, parce que quand le livre sort, il y a toute cette idée de, on va faire des listes antiracistes, il faut acheter des livres, il y a un sursaut, il y a quelque chose, et en fait dans le concret, un an plus tard, en France, on voit qu'on avance à reculons. Et c'est le même cas aussi aux États-Unis. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai envoyé ça ce matin, et il y avait un podcast qui est sorti, par exemple, sur NPR, où il parle de 1 an après George Floyd. Qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises, par exemple, qui ont décidé de, par exemple, investir 50 milliards de dollars dans les associations antiracistes? En fait, cet argent-là, il ne se matérialise pas, par exemple. Qu'est-ce qui se passe au niveau du soutien autour du mouvement Black Lives Matter? L'année dernière, il était à 60%. Plus tard dans l'année, il était à moins de 30%. Donc du coup, c'est voir à chaque fois que, et c'est pour revenir à ce que tu dis, quand il y a ce sursaut-là, en général, il y a toujours il y a une réaction, il y a une sorte de retour de bâton, en fait. Mais que aussi, il ne faut pas du tout en fait, s'arrêter sur ce type de c'est pas superficiel parce qu'on peut pas enlever en fait le soulèvement, on peut pas enlever les personnes qui sont allées manifester, on peut pas enlever en fait cet engagement-là. Mais je pense qu'il faut toujours regarder les gouvernements et plus concrètement qu'est-ce qui affecte la vie des gens. Et c'est vrai qu'en France, on est dans un contexte où les idées d'extrême droite sont partout, Ouais, non, vas-y. Non, tu voulais dire. Non, parce que ce que je disais, c'est
je voulais rebondir parce que je sais plus ce que tu as dit, mais du coup ça me donne. Quoi, qu'on peut pas enlever le soulèvement des personnes qui sont allées manifester, qui sont allées dans la rue. Et sur le truc de la diversion, parce qu'en fait, je pense aussi qu'on n'a pas assez de recul, en fait, parce que là, on est dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, à citer plein de lois et tout, qui sont intervenues, et qui, bon, entre le moment où on fait les lois et le moment où elles s'appliquent, enfin, toutes les lois dont on parle, pour l'instant, elles sont, enfin, je sais pas si elles sont vraiment applicables, là, tout de suite, en juin 2021, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de diversion, c'est-à-dire qu'il y a l'espace politique et l'espace médiatique qui est aujourd'hui saturé, en fait, par la réaction, justement, et ça, je pense que ça participe aussi à la stratégie d'épuisement en face du progressisme. Donc, dans une perspective un peu historique, c'est pour ça que je dis qu'il faudra voir les prochaines échéances, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment matérialiser, en fait, on ne peut pas vraiment voir. Ce dont on peut être sûr, c'est que c'est dans le débat, tous les jours, tout le temps, et qu'après, à côté, ça n'empêche pas aux organisations de continuer, elles, à faire le travail de terrain. Ça n'empêche pas à des personnes de se conscientiser et de comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas peut-être il y a encore 1 an ou il y a 2 ans. Ça n'empêche pas aux chercheurs d'écrire des choses, même si aujourd'hui ils sont catalogués comme des islamo-gauchistes. Mais peut-être que certains vont partir aux États-Unis parce que du coup la question. Certains partent déjà même. Voilà, certains sont déjà partis. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je suis aussi une pessimiste de nature, enfin philosophiquement parlant, mais on verra pour les prochaines échéances. Mais après, il y a eu des petites victoires. Par exemple, récemment, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis ont... Oui, c'est ça. Il y a des petites victoires, il y a ce type de lueur. Mais moi, j'ai vraiment du mal à me dire qu'il faut que j'attende l'élection. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il fallait attendre. J'ai dit qu'il faudra voir. Il faudrait que j'attende l'élection pour pouvoir voir qu'il y a une réforme du chômage qui va passer. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont concrètes et qui vont affecter littéralement la vie des gens. Et quand le regard se pose sur ce qui se fait à ce niveau-là, je suis désolée, malheureusement, c'est compliqué en fait. Après, la vie des gens n'a pas changé depuis 1 an. C'est pour ça que je dis que c'est de la diversion, parce que les médias ne représentent pas concrètement la vie des gens au quotidien. C'est-à-dire, je ne pense pas que la vie des gens a empiré. Alors là, il y a une crise à cause du Covid, donc effectivement, mais je veux dire, les débats sur la cancel culture, sur l'appropriation culturelle, etc., n'ont pas changé le concret de la vie des gens. C'est pour ça que même la question de la victoire des mamans de l'hôtel Ibis, des femmes de l'hôtel Ibis, tu veux dire des femmes, oui, je dis les mamans ou les tantines, mais oui, les femmes de l'hôtel Ibis. Déjà, pour moi, même, c'est presque une autre discussion, dans le sens où elles ne rentrent pas dans l'agenda politique et des discussions qu'il y a actuellement sur la question du décolonialisme, etc., parce qu'elles sont dans une stratégie syndicaliste, etc. Et ça, c'est peut-être une discussion aussi, peut-être qu'il faudra même... Tu vois, sur la question de comment aussi ce milieu-là, aussi les leçons en fait qu'elles peuvent aussi avoir sur leur stratégie politique, après, sur les mots qui sont utilisés. Ça crée une jurisprudence quand même. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est intéressant dans le concret. Oui, non, mais je salue absolument cette victoire, mais je pense que même leur victoire, elle n'est pas vue, même dans l'espace médiatique, comme une victoire de tous les débats dont on parle sur le décolonialisme, etc. Elles ne sont pas nécessairement vues dedans, enfin, j'ai pas l'impression, mais... à voir, tu vois. Moi, j'ai rien à rajouter. Hein, moi, ça me fait juste penser à Suzanne Faloudi qui a écrit Backlash, qui donc essaie vraiment de décortiquer ce procédé-là de retour de bâton à chaque fois qu'il y a une avancée, et qui souligne justement que les faiseurs d'opinion et les faiseurs de loi ne reflètent pas forcément ce qui se passe dans les profondeurs et le silence des peuples. Et peut-être que c'est à ça qu'on peut se raccrocher. Pour conclure cette rencontre, merci en tout cas beaucoup à vous trois d'être venus aujourd'hui. Merci encore à la bibliothèque de l'Alcazar, et puis bon après-midi, à bientôt. Merci.